Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un des textes les plus percutants de toute la littérature française. Il s'agit du chapitre 45 du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un chapitre extrêmement court, mais vous allez le voir, il est d'une densité et d'une puissance assez extraordinaires. Alors, pour commencer, plantons un peu le décor. Notre narrateur, notre condamné, est en train de vivre ses toutes dernières heures. Son esprit n'est plus vraiment tourné vers le passé, ni même vers son crime ou sa famille. Non, il est complètement projeté dans un futur immédiat, un futur terrifiant, sa propre mort, qui va être offerte en spectacle à une foule qu'il imagine déjà grouillante et avide. Essayez d'imaginer ça, juste un instant. C'est une situation d'une solitude, mais d'une solitude absolue. Le moment le plus intime, le plus tragique de toute une vie, qui va devenir un divertissement public. Il y a un contraste qui est juste insoutenable entre sa terreur à lui et la joie collective, anonyme, qui l'attend dehors. C'est ce décalage monstrueux que Victor Hugo nous force à ressentir au plus profond de nous. Avant de commencer à décortiquer la mécanique littéraire, c'est vraiment essentiel de ressentir la puissance brute du texte. Alors, écoutons ensemble ce chapitre dans son intégralité. Laissons simplement les mots d'Hugo résonner. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne, tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi, y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Bon, le choc est posé. Maintenant qu'on a bien ressenti la force brute de ce texte, on va voir ensemble comment Hugo arrive à créer un effet aussi saisissant en si peu de mots. On va en quelque sorte soulever le capot pour regarder la mécanique, l'artisanat de l'écrivain. On va se concentrer sur trois aspects qui me semblent fondamentaux. D'abord, le choix très précis des mots liés au destin, à la fatalité. Ensuite, la manière dont il construit ses images. Et enfin, les figures de style qui donnent au texte son rythme et sa force de persuasion si particulière. Regardons d'un peu plus près ce vocabulaire de la fatalité. Les mots ne sont jamais choisis au hasard chez Hugo, et encore moins ici. Prédestiné, fatal. Avec ça, il installe immédiatement l'idée d'un destin implacable, une sorte de force supérieure qui régit la vie de ces hommes. La guillotine, du coup, ce n'est plus seulement un instrument de justice humaine, ça devient une sorte de divinité macabre qui a déjà choisi ses prochaines victimes au sein même de la foule qui vient pour le spectacle. Revenons sur cette toute première phrase. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Remarquez bien cette accumulation de verbes d'action. Il n'y a aucune pause, aucune conjonction, pas de « et » pour lier ces actions. Quelle impression est-ce que ça produit selon vous? Eh bien, cet effet, ça a un nom. C'est une figure de style qu'on appelle l'ascendette. En supprimant le mot de liaison, Hugo crée une sorte de vague, un déferlement de joie qui est brutal, presque sauvage. Les actions de la foule fusionnent en un seul bloc sonore, une clameur écrasante qui vient s'opposer au silence et à la solitude du condamné. Passons maintenant à la description de la place de Grève. Observez bien la progression. Hugo commence par un lieu fatal. Bon, c'est encore un peu vague. Puis il précise un centre d'attraction. On sent une force presque magnétique. Et enfin, le mot final, brutal, qui révèle toute la vérité du narrateur. Un piège. Hugo utilise ici l'une des figures de style les plus puissantes qui soient, la métaphore. En qualifiant la place de piège, le condamné ne fait pas une simple comparaison. Non, il redéfinit la nature même de cet espace. Ce n'est plus un lieu de vie sociale, c'est un mécanisme prédateur au cœur de la cité. Un instrument de mort qui attend, passivement, sa prochaine proie. Alors, maintenant qu'on a vu les outils stylistiques, voyons comment ils servent les grandes idées du chapitre. Parce que Hugo ne fait pas que décrire. Il oppose deux visions du monde qui sont totalement irréconciliables. Celle du condamné et celle de la foule. C'est ça, tout le paradoxe de ce chapitre. Le condamné, au seuil de la mort, est en fait le seul à voir la vérité. Il possède une lucidité tragique. Il voit le destin à l'œuvre. La foule, elle, est bien vivante, mais elle est complètement aveugle. En se réjouissant de sa mort, elle est totalement incapable de voir qu'elle est peuplée de ses propres futurs condamnés. C'est une inversion totale des rôles, c'est fascinant. Et c'est précisément là que réside la critique sociale féroce de Victor Hugo. Il ne dénonce pas seulement la peine de mort en tant que telle, il dénonce la société qui la transforme en spectacle, en une sorte de fête populaire. La justice devient une forme de divertissement barbare et la foule, sa complice inconsciente. En conclusion, on voit très bien comment chaque choix d'écriture, chaque mot, chaque figure de style est en réalité une arme dans l'arsenal argumentatif de Victor Hugo.
Ici, la littérature se met entièrement au service d'un combat humaniste. C'est l'art contre la barbarie. Sa stratégie est limpide et elle est d'une efficacité redoutable. D'abord, nous faire ressentir la terreur et la solitude du personnage pour créer l'empathie. Ensuite, nous donner accès à sa vision presque prophétique pour nous faire réfléchir. Et enfin, nous amener à condamner, avec lui, la barbarie de ce spectacle judiciaire. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Chez Hugo, la forme n'est jamais gratuite. La beauté de la langue, la puissance des images, tout cela a un but bien précis: servir un plaidoyer. Ce chapitre est un exemple parfait de ce qu'on appelle la littérature engagée, une littérature qui cherche à changer le monde. Et pour poursuivre la réflexion, je vous lance quelques pistes. Comment ce texte nous fait-il voir le criminel et la société sous un jour complètement nouveau? En quoi le choix du jeu, de la première personne, rend-il l'argumentation de Hugo encore plus forte? Et finalement, est-ce que ce regard sur la justice comme spectacle a encore une résonance de nos jours? On va se quitter sur cette phrase terrible, cette prophétie glaçante qui traverse les siècles. C'est une mise en garde universelle sur le cycle de la violence et sur l'aveuglement des hommes face à leur propre destin.